bonjour à tous et bienvenue pour votre émission. Vous êtes formidables en Nouvelle-Aquitaine. Elles sont formidables, nos expertes aujourd'hui qui nous accompagnent. Bonjour à toutes les deux. Bonjour Maître Suzanne Dumont. Bonjour. On va parler d'une question de droit du travail avec vous. Oui, avec la preuve aujourd'hui. La preuve, et voilà, tout ce qui concerne les licenciements, etc. et quand il faut apporter des preuves. Exactement, dans le procès prud'homal. Très bien. Madame Marie-Michel Bourra, bonjour. Bonjour Vanessa. Je suis ravie de vous retrouver ce matin. Vous êtes psychiatre de l'enfant et de l'adolescent. Aujourd'hui, un thème qui va parler à beaucoup de monde. On va essayer, oui, c'est une question que beaucoup de gens se sont posées. Que se passe-t-il quand il arrive un second enfant dans un couple ? Voilà, pour le couple et pour la fratrie éventuellement. Absolument. Avec les conseils de Marie-Michel, évidemment. Et puis côté cuisine, on va retrouver Philippe. Bonjour Philippe. Bonjour Vanessa, bonjour à toutes, bonjour à tous. Et ça sent la chandeleur. Ça sent la chandeleur absolument, il y a déjà des crêpes. Moi je vous propose quelque chose de super original, c'est un gâteau de crêpes meringuées. On va faire une meringue et on va faire des strates de crêpes avec une crème au citron. Ça va me plaire. Ça va te plaire, hein? Ouais, ça va me plaire. Ouais, Ce sera en fin d'émission et on dégustera avec notre invitée formidable qu'on retrouve dans un instant. Elle est maître artisane lunetière, elle est creusoise, c'est Annelise Bertrand qu'on retrouve juste après ça. Je regrette, Annelise, de ne pas devoir porter de lunettes quand je vois toutes les lunettes que vous faites, qui sont juste incroyables. Merci d'être avec nous. Merci à vous. Bon, je vais peut-être les enlever quand même, mais je vais en essayer d'autres. Alors, je le disais, vous êtes maître ou maîtresse artisane, comment on dit? On dit maître artisane lunetière. Ouais, alors opticienne de formation, donc lunetière opticienne, c'est-à-dire que vous fabriquez des montures. C'est ça. Donc à partir de plaques d'acétate de cellulose. Alors c'est ça, vous en avez apporté, qu'on comprenne bien comment vous fabriquez ces montures. Voilà, donc en fait, à partir de ces plaques de matière qui sont de base naturelle, donc c'est fait à partir de cellulose, de bois et de coton, je découpe, je sculpte, je polis, je pose les charnières, je fais les branches, j'ouvre les branches, je fais les jonctions. Enfin, il y a plein de choses à faire avant d'arriver à ce résultat, voilà, à une monture terminée, vraiment sculptée. C'est ça, c'est vraiment, vous faites, aucune monture ne ressemble à une autre, j'ai l'impression. C'est ça, en fait c'est uniquement du sur-mesure, donc à la commande, adapté au visage de la personne qui commande. Vous travaillez pour qui? Pour des particuliers, pour des professionnels, des opticiens? Alors beaucoup d'opticiens, et pour les particuliers qui le souhaitent, qui veulent venir faire un petit tour dans la Creuse dans mon atelier. Il faut venir chez vous dans votre atelier? C'est quand même beaucoup mieux, oui, au moins pour le premier essayage et pour la livraison. Donc en fait vous adressez à des gens qui trouvent pas leur bonheur chez des opticiens, où on trouve peut-être plus des montures classiques? Alors oui, il peut y avoir, pour un critère esthétique, quelqu'un qui n'a jamais trouvé ou qui veut vraiment se faire plaisir, qui a eu une idée de monture. Voilà, il y a même des personnes qui dessinent leur monture et je leur fabrique. Bon, avec les critères techniques, je redessine quand même la monture pour qu'elle respecte tous les critères techniques. Donc ça peut être pour des critères techniques, esthétiques, des problèmes visuels particuliers, où j'adapte la monture à la correction visuelle, ou au visage, si le visage est particulier, un grand visage, un petit nez. Des yeux un peu écartés. Voilà, tout à fait. Un gros nez, effectivement. Je vais en essayer d'autres, peut-être, je ne sais pas, celle-ci, là, j'aime bien. Ça, c'est des lunettes de soleil, non? Oui. D'accord, hop. C'est étonnant, effectivement, les formes incroyables. Vous faites aussi des lunettes un peu plus classiques? Oui, tout à fait. Pour les personnes qui ne veulent pas forcément avoir beaucoup d'excentricité, on peut avoir des montures très classiques, mais qui chaussent parfaitement le visage. Et ça, c'est les opticiens aussi qui vous en commandent pas mal des... Voilà. Ouais. Alors, c'est vrai que moi, vous êtes peu, des lunetiers vraiment à fabriquer en France des montures. Oui, alors on a tout à la main. Oui, on a de plus en plus d'opticiens qui commencent à fabriquer en magasin, mais des lunetiers purs, on doit être 4 ou 5 sur le territoire. C'est tout? Ouais. Incroyable. Comment ça vous est venu cette idée, cette envie d'être lunetière? Puisque vous avez fait des études un peu plus classiques d'opticienne, finalement. Ouais. Mais justement, pendant ces études, j'ai eu vraiment beaucoup de chance, puisque mon prof d'atelier, c'était le dernier compagnon lunetier. Comme il y avait des compagnons charpentiers, à l'époque, il y avait des compagnons lunetiers. C'était le dernier en France. Oui. Et après, il était tout seul dans sa promo et il n'y a eu plus personne. Et il enseignait en pré-retraite donc à l'atelier. Et il nous a enseigné des choses qui n'étaient plus du tout au programme. Donc c'était, surtout dites pas que je vous ai enseigné ça parce que c'est plus au programme.
Et il a créé avec un meilleur ouvrier de France qui s'appelle Daniel Delabre un concours pour inciter les étudiants, les jeunes à se tourner vers la fabrication. Et vous avez participé au concours? J'ai participé et je l'ai remporté à ma grande surprise. Et ben voilà. Et donc ça a vraiment fait tilt. J'ai vraiment voulu continuer dans cette voie-là. Et malgré tout ce qu'on a pu me dire sur le moment, en disant c'est bien ce que tu fais, mais à quoi ça va te servir, franchement, dans un magasin fabriquer des lunettes, ça se fait plus depuis des années. Parce qu'aujourd'hui, comment ça se passe? C'est les opticiens qui fabriquent aussi eux-mêmes? Alors, c'est une niche. Il y a vraiment peu d'opticiens qui le font. Il y en a de plus en plus, mais il y en a quand même peu par rapport au nombre d'opticiens. La plupart, un opticien traditionnel va faire ses choix de montures auprès de représentants. Les montures vont arriver en magasin et ils vont choisir les montures déjà existantes pour chausser les nez des clients. Mais les montures, elles sont fabriquées où? Alors, il y en a beaucoup en France, même si aujourd'hui la Chine, évidemment, oui, toujours la Chine. Toujours la Chine, mais on a quand même cette chance d'avoir une industrie lunetière française qui est quand même assez épanouie, et aussi en Italie, où on a encore ce bassin de fabrication. D'accord. Alors, vous l'avez évoqué, le concours de meilleur ouvrier de France, vous y avez participé, vous êtes arrivé même en finale, c'est cette année la finale? Oui. Vous êtes la seule creusoise d'ailleurs. Oui, tout à fait. Donc là, j'attends patiemment le sujet pour la finale. C'est une fierté, du coup? Ah bah oui, oui, complètement, parce que c'est quand même c'est se mettre à nu devant des pairs pour savoir où est-ce que je me situe, à quel niveau je suis. Donc ouais, là, je suis très fière d'avoir été qualifiée. Aujourd'hui, vous me confiez que vous n'avez pas besoin de faire votre pub, vous n'allez pas démarcher des opticiens pour vendre vos lunettes. On vient vous chercher finalement, on vient chercher votre savoir-faire. Oui, ça c'est génial aussi, j'imagine. Oui, tout à fait. C'est vrai que j'ai pas beaucoup de temps, je travaille beaucoup, mais j'ai pas beaucoup de temps pour démarcher. Donc voilà, si un opticien m'appelle pour me faire fabriquer une monture, il y a à peu près 2 mois de délai. Ah oui, quand même. Mais voir un petit peu plus selon la matière, s'il faut que je la commande, voilà, je suis soumise aux aléas, comme tout un chacun sur la commande de matière. Mais il y a à peu près 2 mois de délai pour recevoir une monture. Une monture. Vous m'avez aussi dit qu'il y a des stars qui portent vos lunettes. Oui, il y en a quelques-unes, alors qui ne le savent pas forcément d'ailleurs. Parce qu'elles passent par des opticiens qui ne leur disent pas forcément. Mais oui, effectivement, il y a quelques montures. Et vous reconnaissez votre patte quand vous les voyez? Oui, bah d'ailleurs, j'ai une petite anecdote. J'ai un opticien qui m'avait fait une commande particulière avec des lunettes jaunes. Et il m'avait expliqué un petit peu comment était son client. Donc j'ai fait les lunettes et un jour, en regardant sur un réseau social, je suis tombée sur des lunettes qui ressemblaient étrangement à ce que j'avais fait. Et je regarde et la personne qui les portait ressemblait fortement à ce que mon opticien avait commandé. Et effectivement, c'était bien lui. Donc, on ne peut pas dire son nom. Vous voulez pas? C'est Fabrice Midal, qui est psychologue. Il est spécialisé dans la méditation. D'accord. Voilà. Ok, donc vous avez reconnu quand même Ouais, ça fait plaisir. Trouvez votre petit. Bon, vous restez avec nous, évidemment, pendant toute cette émission, Anne-Lise. On parlera tout à l'heure des bijoux, parce que vous faites des bijoux avec les chutes du matériau qui vous sert à fabriquer vos lunettes. Donc, il n'y a pas de déchets, finalement, avec ce que vous faites. Et ça, c'est formidable. On fait une petite pause pour parler de droit ensemble. Et ça va vous intéresser, j'en suis sûre. C'est tout de suite Maître Suzanne Dumont qui nous rejoint. Suzanne, je suis ravie que tu viennes nous parler de droit du travail. Effectivement, tu parles de la preuve aujourd'hui. La preuve. Alors, la preuve dans le procès prud'homal, puisque voilà, je vais vous parler de droit du travail, mais la preuve, c'est toujours un élément central du procès, parce que sans preuve, voilà. Côté salarié ou côté... Alors, aussi bien d'un côté que de l'autre. Après, en droit du travail, au prud'homme, la plupart du temps, dans la majorité des cas, c'est le salarié qui va saisir le conseil des prud'hommes. Donc, c'est à lui d'apporter un certain nombre de preuves. Alors, là, je vais vous parler des modes de preuve et pas de la charge de la preuve, justement. La charge de la preuve, c'est à qui il appartient d'apporter la preuve d'un fait. Là, on va parler plutôt du mode de preuve, donc qu'est-ce qu'on va apporter au juge pour prouver les affirmations, les allégations qu'on va apporter au procès. D'accord. Alors, en droit français, le principe, c'est la liberté de la preuve. Voilà. À l'opposition, une preuve légale, ça va être une preuve, un système dans lequel on va vous demander d'apporter
un type de preuve spécifique. D'accord. Alors, il y a des exceptions au droit français. Par exemple, il y a certains actes qu'on va devoir prouver par un écrit, voire par un écrit notarié. Voilà, donc ça va être un système de preuve légal. Sinon, dans la majorité des cas, et dans le procès prud'homal notamment, c'est la liberté dans le mode de preuve. Voilà, donc ça veut dire qu'on peut tout apporter comme type de preuve. Ça va être des écrits, des enregistrements, des photos. Et quand vous dites des écrits, ce sont des emails? Alors, ça peut être des SMS aussi? Exactement. Alors, donc voilà, ça va être tout ce que vous pouvez imaginer produire en justice. Donc, ça peut être des vidéos, par exemple. Ça peut être quelque chose qu'on apporte sur une clé USB. Ça peut être à peu près n'importe quel support, entre guillemets. D'accord? Ça peut être des témoignages oraux. Si on veut faire témoigner une personne à la barre, c'est possible aussi. Alors, avec cette limite, il faut que la preuve soit licite et loyale. C'est les deux grands critères de recevabilité de la preuve. D'accord. Alors, une preuve illicite, ça va être une preuve qu'on a obtenue par des moyens illicites. Donc, alors ça peut être par exemple pour un employeur une vidéo qu'on a obtenue par un système de vidéosurveillance qui n'avait pas été déclaré, par exemple, ou qui n'avait pas été soumise aux conditions de recevabilité. Bon. Donc ça, c'est illicite, du coup. Ça, c'est illicite, qu'on va obtenir par de la violence, des vols, bon, tout ce qui est illicite. La déloyauté, ça va être... on est plutôt plus près de la fraude et des manœuvres. Voilà. Par exemple, piéger un salarié pour le pousser à la faute, par exemple, et obtenir là une preuve de sa faute, ça c'est déloyal. D'accord. Alors, donc, par exemple, je parlais d'enregistrement. Les enregistrements, à l'insu de la personne qui est enregistrée, c'est déloyal, donc irrecevable en justice. D'accord. Donc ça sert à rien d'arriver avec un téléphone dans sa poche et d'enregistrer une conversation. Et d'enregistrer discrètement. Ça ne marchera pas. Voilà, ça ne marche pas, c'est irrecevable. D'accord. Alors attention, parce que sur les enregistrements, il a été jugé qu'un enregistrement pour lequel la personne enregistrée sait qu'elle est enregistrée, ça c'est recevable. D'accord. Donc un message vocal, c'est recevable. Sur une messagerie ou les vocaux, etc., les SMS, les mails, on sait que la personne aura une trace et va avoir un support d'enregistrement. Exactement, donc on peut utiliser tout ça. Donc SMS, mail, tout ça. Tout ça, ça marche. Tout ça, ça marche dans le cadre de la licéité et de la loyauté. D'accord. Alors ce serait simple. Oui, pour l'instant, jusqu'ici, je suis. Donc, voilà, mais on est en droit et en droit du travail. Tout est compliqué. Donc on ne va pas s'arrêter là. En réalité, une preuve qui va être obtenue de façon illicite ou même déloyale peut être recevable en justice. Ah, quand même. Voilà, dans le cadre des droits de la défense. C'est-à-dire que si c'est la seule façon pour une partie d'apporter la preuve du fait, alors... D'accord. Ça peut être recevable. Voilà. Encore une fois, on est ici sur l'exercice des droits fondamentaux. On est sur le droit de la preuve, le droit à un procès équitable. C'est un droit fondamental et on est sur la question du procès équitable. L'accès à la justice, le fait de pouvoir faire entendre sa cause de manière loyale, etc. Donc, on est là sur une exception entre guillemets. Par exemple, pour un salarié, obtenir des documents qu'il n'a pas le droit normalement de sortir de l'entreprise. Si c'est la seule façon qu'il a de prouver un fait, ça va être recevable. D'accord. Voilà. Pour un employeur, aller chercher par exemple un message qui aurait été publié sur Facebook, sur un compte privé. Oui. Facebook, là on porte atteinte à la vie privée du salarié. Si c'est la seule façon qu'on a de prouver... Que pour que le salarié il n'était pas malade mais qu'il était en train de faire une fête, alors qu'il aurait dû être au travail. Voilà. Et si c'est la seule façon... alors ce sera recevable. D'accord. Voilà. Okay. Donc c'est la grande exception de recevabilité d'une preuve qui n'aurait pas été... C'est toute la complexité évidemment. Exactement. Alors là, la Cour de cassation est très très stricte là-dessus. C'est-à-dire qu'il faut que la preuve soit absolument nécessaire à l'exercice des droits de la défense. C'est-à-dire, s'il y avait une autre façon de prouver sans porter atteinte à un autre droit, voilà, par exemple la vie privée, etc., alors ce sera irrecevable. D'accord. Voilà, c'est vraiment le critère. J'ai compris, j'ai compris. Et si vous voulez réécouter, vous pourrez réécouter l'émission parce que c'est pas toujours simple, mais vous pouvez aussi surtout contacter votre avocat si vous êtes dans ce cas de figure et il ne faut pas hésiter à se retourner vers les professionnels. Oui, vraiment la recommandation, en réalité, c'est vraiment une question de cas par cas. Oui. Donc, posez la question à un avocat, voilà, principalement, mais posez la question et au cas par cas, on avise et on voit ce qu'on fait ou pas.
Merci beaucoup, Maître Dumont. Merci Vanessa. On continue dans Vous êtes formidable à parler de zéro déchet. On en parlera avec vous, avec tout ce que vous faites avec vos déchets à vous, mais on parle aussi d'astuces zéro déchet avec notre amie Joséphine qui nous donne des bonnes astuces. Et aujourd'hui, on parle de lait végétal. J'entends parfois dire que le lait végétal n'a pas de goût, qu'il n'est pas aussi onctueux que le lait de vache et qu'il est compliqué à réaliser. Faites confiance à ma recette et vous verrez que c'est une alternative très intéressante au lait habituel. Pour réaliser du lait végétal maison, seulement 2 ingrédients sont nécessaires, l'oléagineux de votre choix et de l'eau. Ici, je vais réaliser du lait de noisette. Dans un premier temps, on fait tremper nos noisettes dans l'eau pendant toute une nuit pour les attendrir. Veillez bien à recouvrir largement d'eau les noisettes. Le lendemain, on les égoutte et on les rince grossièrement, puis on les mixe avec 1 litre d'eau pendant 1 à 2 minutes par à-coup, jusqu'à l'obtention d'un liquide homogène et mousseux. On va maintenant filtrer le liquide obtenu à l'aide d'une étamine en pressant bien pour essorer les noisettes au maximum. Et voilà, notre lait de noisette est prêt à être consommé. Il se conservera plusieurs jours au réfrigérateur. Pour varier les plaisirs, vous pouvez modifier légèrement la recette de ce lait végétal en mettant moitié-moitié noisette normale et noisette grillée. Avec le résidu de noisette qu'on appelle okara, vous pouvez réaliser des cookies en y ajoutant simplement de la farine, du sucre, du lait, de noisette et des pépites de chocolat. Plus économique que celui du commerce, le lait végétal maison est très simple à réaliser. Sans sucre, ni parfum, ni exhausteur de goût, il est tout aussi savoureux que délicieux. Et on continue à parler zéro déchet dans Vous êtes formidable avec notre invitée formidable, Anne-Lise. Vous qui êtes lunetière, qui fabriquez tout un tas de lunettes absolument incroyables. Il y a toujours des chutes, hein, c'est ça? Il y a une grande partie même de chutes quand on fabrique une paire de lunettes? Oui, c'est donc sur une paire de lunettes fabriquées, il y a environ 70% de chutes. Ah oui, c'est énorme. Ouais, donc moi ça me fait très mal au cœur à chaque fois. Ça. Ouais. Donc depuis le début de mon activité, je conserve toutes mes chutes. Et là, j'ai réussi à trouver un moyen d'en recycler la majeure partie. Donc aujourd'hui, en termes de poids, c'est 95% de l'acétate qui entre dans l'atelier. Alors c'est le matériau là, c'est de l'acétate? C'est de l'acétate de cellulose. De cellulose, de l'acétate de cellulose, d'accord. Et donc c'est aujourd'hui, j'en utilise 95%. Le reste étant sous cette forme-là. Et là, je viens d'investir dans une petite machine pour pouvoir le réduire en copeaux et refabriquer de nouvelles plaques. Vous faites fondre en fait, c'est ça? Oui, c'est ça. Ça va se refondre. Alors pas entièrement, mais ça va se fondre. Et je vais faire des plaques qui ressemblent à ça, avec des petits morceaux de plein de couleurs pour pouvoir refaire des bracelets. D'accord. Pour réutiliser 100%. Parce que c'est génial. Vous faites donc des bracelets. On va regarder, montrez-nous. Voilà. C'est ce genre de bracelet que vous faites. Je vais les prendre. Voilà, j'ai bien celui-là aussi. Hop. Ah, incroyable. On peut assortir du coup ces lunettes avec son bracelet. C'est le top, ça. Tout à fait. C'est très très joli. Vous vendez comment ça aussi dans votre atelier, en boutique? Alors ça peut être soit en boutique éphémère ou j'ai un site internet où je les mets en vente aussi. Génial. Comment est-ce que vous avez eu envie de devenir, même de travailler dans le monde des lunettes, opticienne, lunetière? On a compris la formation après avec le compagnon, mais c'est devenu quand vous étiez toute petite? Vous portiez des lunettes petites? Oui, depuis l'âge de 3 ans. Ah oui. Et en fait, l'opticien, pour moi, c'était un vrai magicien. Parce que j'allais chez l'opticien, je ressortais, je voyais net. Ah oui, c'était formidable. Depuis toute petite, pour moi, l'opticien, c'est vraiment lui le magicien. Et donc j'ai toujours eu cette envie en fait de faire ce métier. La vie a fait que je me suis dirigée vers d'autres choses après le bac, mais j'y suis vite revenue par un petit chemin détourné, mais j'y suis revenue après. Et votre atelier donc est en Creuse. C'est pas pénalisant pour vous d'être en pleine campagne, en pleine Creuse? Au contraire. La nature est une source d'inspiration constante. Et j'ai vraiment besoin d'être au calme, d'être tranquille. Donc je suis très bien avec mes voisins moutons en face et vaches à côté. Donc c'est c'est génial. Et en plus, comme on est assez peu nombreux en Creuse, on est vite mis en lumière. Donc c'est bien sûr. Ça devient un avantage même. Ouais. Et effectivement, vous parliez de créativité parce qu'il faut être créatif quand on voit ce que vous faites sur vos montures. Oui, complètement. Il y a des montures, par exemple, celle-ci. C'était mes précédentes. C'est une hirondelle.
D'accord. Donc on a ici la tête de l'hirondelle avec le bec, l'œil. Ici on a la queue de l'hirondelle qui est stylisée. Ouais. Et on va avoir donc une petite hirondelle posée sur la branche. Et là, même la spatule, c'est les têtes des bébés hirondelles. Quand ils piaillent pour avoir, bon, on parle des enfants, les bébés hirondelles, quand ils piaillent pour avoir à manger, quand on les regarde par-dessus, ça fait... Donc effectivement, la nature vous inspire, on comprend bien. Bravo pour ce que vous faites. On voit bien l'importance du monde de l'enfance, Marie-Michel, ça peut être déterminant pour certains enfants, pour leur métier à venir. Et leur bien sûr. Voilà. Beaucoup de choses se décident quand on est enfant, même si parfois elles mettent du temps à se réaliser. Parfois c'est pour ça qu'il ne faut jamais désespérer, parce qu'on a plusieurs vies. Oui, exactement. Alors là, vous nous parlez aujourd'hui, Marie-Michel, de quelque chose qui va parler à beaucoup de gens qui ont 2 enfants ou qui ont des frères et sœurs, c'est l'arrivée d'un enfant dans une famille. Voilà, je vais parler spécifiquement de l'arrivée du 2e enfant. Du 2e enfant. Oui, parce que c'est le moment où c'est le plus crucial. Oui. Et les choses ont beaucoup évolué parce que aujourd'hui, les gens se posent beaucoup de questions avant de faire un enfant, souvent, mais surtout avant de faire un deuxième. Oui, c'est ça. Pour des raisons écologiques, on s'interroge sur l'intérêt qu'il y ait des enfants sur Terre. Oui, on n'a pas envie de leur transmettre. Parce que quand même, on veut se prolonger, on ne veut pas rester sans rien. 2, alors est-ce qu'il faut le faire pour que l'enfant soit pas tout seul et ça soit pas un enfant unique et qui ne se retrouve pas comme ça perdu dans la vie. Mais le deuxième aspect, qui est sans doute le plus important, c'est que l'enfant est devenu un bien très précieux et on veut tout faire très bien pour lui. Oui. Donc les parents se disent, je ne pourrai pas aimer mon second enfant autant que le premier et je ne saurais pas me partager. Oui, j'aurais pas assez de temps pour m'occuper des 2 enfants pour les 2, je ne saurais pas faire, j'y arriverai pas, et donc ça crée une espèce d'hésitation. Bon, malgré ça, un certain nombre de gens fondent un 2e enfant, et heureusement, mais on est en dessous maintenant du 2e enfant en France. Ouais, c'est 1,8 je crois. Voilà, alors qu'avant on était à 2,3 ou 2,4. C'est quand même intéressant à pointer. Je voudrais juste demander, Annelise, je crois que vous n'avez pas encore d'enfants, mais peut-être oui, c'est un projet. Oui. Alors 1, 2 enfants, 3 enfants plus dans votre idée 16, non. Et tant pis pour la planète. Pas là-dedans. Non, on aimerait bien 2. Enfin, pour le moment, c'est l'idée, mais d'accord. Voilà, on verra après. On verra. Alors c'est vrai que pour les parents, donc il faut bien être sûr de sa décision avant d'en parler à l'enfant. Oui. Il ne faut pas non plus lui en parler trop tôt. Alors, ce qu'il y a de fantastique, c'est que les enfants se rendent compte très vite quand les mères sont enceintes. Oui, ça c'est incroyable. On a plein d'exemples comme ça. Oui, c'est incroyable. Ils font le diagnostic parfois même avant la mère. C'est assez extraordinaire. C'est l'intuition, c'est pas Il y a l'intuition, il y a le sentir de... Mais il faut dire aussi que si vous regardez comment fonctionne un animal, un chien domestiqué et gentil, habitué à la famille, il va s'apercevoir aussi de ça. Ouais. C'est très. Incroyable. Il y a quelque chose de la vie qui circule et qui est important. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire avec le premier enfant quand on attend un second enfant? Que lui dire Eh bien, pas trop le préparer. Pas trop le préparer. Lui dire, nous avons pris la décision. Il va y avoir un bébé à la maison. On lui demande pas son avis, en fait. Ah non, on lui demande surtout pas son avis. On ne lui demande pas ce que ça te ferait plaisir. Oui. Non, ça, parce que si ça lui fait pas plaisir, il va être culpabilisé. Et puis il va être culpabilisé. Oui, donc on lui demande pas son avis. On dit voilà, papa et moi, nous avons décidé, ou bien Jacques et Marie, nous avons décidé, peu importe ce qu'on dit. Ou les 2 mamans, ou les 2 papas aujourd'hui. Ou les 2 papas, c'est vrai. Mais on a décidé, on a décidé. Et t'es pas obligé de l'aimer. Ah, on peut lui dire ça au premier enfant? Oui, on a le droit de lui dire ça. T'es pas obligé de l'aimer. Par contre, tu peux pas lui faire de mal. Il est dans la maison, il est ton frère ou il est ta sœur, et tu dois en tenir compte. Tu peux pas lui faire de mal. Attention à être très attentif, parce que beaucoup de parents se laissent avoir sur la surprotection de l'aîné par rapport au bébé. Je pense à un bébé que je regardais qui faisait sur la tête, il est mignon, maman, le bébé il est mignon, et tchac, il tirait les cheveux, un peu comme ça en passant, sans avoir l'air. Donc c'est pas pour lui faire des reproches, mais c'est pour se rendre compte de ce qui se passe. Ouais. Et au fond, il faut trouver les moyens pour lui permettre d'exprimer son agressivité. Alors son agressivité, elle peut aller très loin.
loin, elle peut même choquer des parents. Certains enfants disent, tu sais, les bébés, des fois, ça meurt, ou tu peux pas le ramener là où tu l'as pris. Oui, ça souvent. Ou bien, laisse-le à la crèche, ce braillard. Il faut pas s'en offusquer, c'est normal. C'est des expressions que j'ai entendues. Donc, la crèche, ce braillard, c'est bon ça. Voilà. Il faut respecter ça en lui disant, c'est vrai que moi aussi, il me casse les oreilles. Qu'est-ce que tu veux? Mais c'est comme ça. Et toi aussi, petite, était pareil, peut-être, on peut leur dire ça. Peut-être, mais c'est pas forcément nécessaire. D'accord. Et ce que je voulais dire aussi, c'est qu'on avait envie de te laisser à la crèche. Il faut savoir que le deuxième, c'est le plus difficile. Toujours, souvent. Oui, c'est le plus difficile dans la gestion. Parce que quand il y en a un troisième, eh bien, ça va améliorer la situation. Il faut en faire 3 directement. Des triplés. Des triplés, allez hop. Je vous le déconseille. Fortement, je vous le déconseille parce que pour trouver sa place dans une triplette, c'est compliqué. C'est compliqué. Alors, qu'est-ce qu'on peut donner d'autre comme conseil vraiment aux parents Le conseil aux parents, c'est vraiment, ne vous attendez pas à ce que votre enfant soit aux anges parce qu'il va avoir un petit frère et une petite sœur. En plus, il comprend pas parce que ce qu'il veut, c'est un compagnon de jeu. Or, pendant 1 an, ça va pas être un compagnon de jeu. Ça va mettre un peu de temps. Et pendant la 2e année, il va lui dévirer tout ce qu'il y a dans sa chambre, lui casser les trucs qu'il garde précieusement. Donc, tout ça, c'est très compliqué. Il faut le savoir, mais c'est vraiment extraordinaire d'avoir un frère ou une sœur. Et quand il va aller à l'école, c'est là où vous allez voir la qualité du lien qu'ils vont avoir, parce qu'il défendra son frère ou sa sœur contre les autres. Et la complicité, et même par rapport aux parents, ça fait un groupe en face des parents. Parce que les parents, ils sont 2 en général. Et l'enfant, il est tout seul. Et un enfant tout seul face à 2 parents, c'est encore plus compliqué à gérer à l'adolescence en particulier. Voilà. Merci Marie-Michel. Vous m'avez presque donné envie d'en faire un 2e. Mais non, t'inquiète pas Daphné, tu resteras toute seule. Allez, on continue tout de suite. Faire de la pelote basque quand on a un handicap, c'est possible. La preuve tout de suite, direction Bayonne, et c'est Tanguy Couraud qui va nous en faire la preuve. Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode d'Handisport Go. Nous sommes à Bayonne et je vais vous donner 2 indices. Si je vous parle de trinquet, si je vous parle de sport ancestral dans le Pays Basque, vous pensez bien évidemment à la pelote basque. Nous allons rencontrer la section Handisport pelote basque et son entraîneur Guillaume Belvédère qui va nous en raconter un peu plus sur ce sport. Allez go, c'est parti, suivez-moi. Salut Guillaume. Alors, ça va? Moi c'est Tanguy. Ouais, ça va et toi? Bah ouais, très bien. Pour passer un bon moment et découvrir la pelote basque. Alors comment on appelle ça? Une pala, c'est ça? On appelle ça une pala. Voilà, bon, c'est un peu comme une raquette de tennis, sauf que comme vous voyez, c'est que du bois, c'est le plus simple appareil. Donc là, on est dans un trinquet en fait. C'est un des différents endroits où on peut pratiquer la pelote basque. Ça fait un peu référence au squash, ni plus ni moins. Ouais, un petit peu. C'est un peu les mêmes règles qu'au squash, sauf qu'on a une pelote, une balle qui rebondit bien plus vif. Et on a surtout un endroit qui est bien plus grand qu'au squash, quoi. Bon, bah super. Écoute, on va voir comment tu t'en sors. On va voir comment je m'en sors. Donc ça, c'est une pala. Donc je vais essayer de gérer la pala et puis passer un bon moment avec vous. Allez, c'est gentil. Tu sais quoi, on est hyper content de t'accueillir. Bon, super. On va tester de ce pas. Allez, go. Allez, c'est parti. On peut jouer des 2 mains. On peut jouer des 2 mains. Voilà, on peut jouer du revers, mais c'est vrai qu'on privilégie vachement le jeu des 2 mains à la pelote basque. Voilà. D'accord. Donc c'est pour ça qu'il y en a pas mal qui sont ambidextres. Allez, Dio, c'est parti. Donc Guillaume, je vais revenir sur la démonstration de pelote handi qu'on vient de faire. Donc c'est vraiment un sport où je trouve qu'il y a énormément de communication, beaucoup de plaisir, beaucoup de partage. Au niveau des pivots, j'ai trouvé que j'avais géré l'arrivée de la pelote, par exemple. Des fois, j'arrivais, le geste, ah non, trop tard. Un petit peu loin de la pelote. Un petit peu loin de la pelote, mais j'ai pris beaucoup de plaisir. Il y a beaucoup de termes. Je trouve que sur le but, je me suis bien débrouillé. Ouais, exactement. J'espère, je pense. Ouais, tout à fait. Tu t'es très bien débrouillé. C'est sûr que c'est un sport qui n'est pas facile. Parce qu'il y a pas mal de rebonds, de murs et de trajectoires différentes au niveau de la pelote.
Mais tu t'en es bien sorti, avec 2-3 petits conseils, tu as réussi quand même à assurer et à faire ta place durant cette initiation. Donc très content que ça t'ait plu et ça nous a plu aussi. Super. Bon, bah, super. Moi ça m'a beaucoup plu en tout cas et j'espère que vous continuerez dans la joie et la bonne humeur la pelote. Exactement, nous on va continuer vraiment du mieux qu'on peut. Voilà, on développe au maximum cette section handi du coup au sein de l'Aviron Mayonnais Pelote Basque. On est toujours aussi à la recherche de partenaires pour nous aider au sein du club, essayer d'avoir un peu plus de matériel, et essayer d'attirer forcément plus de monde afin de développer vraiment ce sport handi au niveau de la pelote basque, au niveau national et pourquoi pas international à terme. Et pourquoi pas les JO, le championnat du monde c'est pas une discipline olympique. Non, ce n'en est pas une encore, mais on espère peut-être un jour. Ouais. Vous le méritez en tout cas. Parce que vous êtes vraiment, on fait tout pour. Des personnes super agréables. Franchement, j'ai passé un super moment. Écoute, c'est gentil à toi et tu peux revenir quand tu veux. Tu es le bienvenu. N'hésite pas à en parler autour. Voilà, nous on attend beaucoup de personnes ici. On a le matériel, l'endroit pour et la motivation. Si je peux, je reviendrai avec grand plaisir. Bon, c'est super. Bon, maintenant il est temps pour moi de quitter le trinquet. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour un nouvel épisode de Handisport Go. Et nous sommes de retour ici sur le plateau de Vous êtes formidable. On a rejoint le bar avec Anne-Lise, notre invitée formidable. On s'apprête à cuisiner avec Philippe. Vous aimez cuisiner, Anne-Lise? Pas vraiment, sauf les desserts. Ah, parce que vous êtes créative. Vous, avec vos lunettes, tout ça, voilà. Oui. Bon, après, je fais des recettes simples. Je suis pas très. Qu'est-ce que vous faites comme recette, là, comme dessert? Je vais faire des cookies, des gâteaux au chocolat, courgettes ou courges. Ça, c'est pas mal, ça. C'est créatif, ça. Ouais. De la courgette à la place du beurre, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est plus léger. C'est très moelleux et super bon. D'accord, très bien. Bon, aujourd'hui, c'est peut-être un peu moins diète, mais bon. C'est très bon. Oui, il y a un petit peu de sucre. Non, j'ai trouvé l'idée assez originale, parce que ce qu'on disait, demain c'est la chandeleur. Et oui. Plutôt que toujours servir des crêpes avec un petit peu de miel, un petit peu de sucre, un petit peu de confiture. Un petit peu de pâte à tartiner. Pâte à tartiner, etc. Quoique, c'est un peu de la pâte à tartiner au citron, quand même, Vanessa, que j'ai réalisé. C'est trop bon. C'est trop bon. On va faire un gâteau de crêpes. On va faire un gâteau de crêpes un petit peu style tarte citron meringuée. D'accord, avec cette crème citron, cette meringue qu'on va brûler au dernier moment. Et puis, tu vois, pour tes invités, vos invités, c'est complètement original. C'est pas très compliqué à faire. Et surtout, une fois de plus, c'est que ça ne coûte pas cher. Là, je vois le résultat final. Là, le résultat final est bien. Effectivement, c'est vraiment petite tarte citron meringuée revisitée façon chandeleur. Exactement, c'est exactement ça. Et pas cher surtout. Donc, c'est ça qui est top. Donc, je pense que la première, et j'en suis même certain, c'est que la première étape, il faut réaliser les crêpes. Oui. Alors, la recette, on l'a. Basique, c'est facile. Voilà, on l'a. Il faut vous écrire à France 3, il n'y a pas de problème. Et puis même sur n'importe quel moteur de recherche, pâte à crêpes, c'est quand même relativement facile. Exactement. Juste le petit conseil que je donne, c'est de faire la pâte à crêpes la veille, la laisser reposer. Carrément la veille. La veille, c'est bien. Parce que moi, je la laisse reposer une demi-heure, 1 heure. Ouais, moi je la fais la veille et jusqu'au lendemain matin. Et je fais mes crêpes le lendemain matin. Et après, on va faire le gâteau et le mettre au frais. Pourquoi c'est meilleur alors? Mais parce que si tu veux, elle va vraiment être reposée. Tu auras une légèreté. D'accord. Une légèreté, parce que ça va légèrement fermenter. D'accord. Voilà, l'idée, elle est là. Alors, nos crêpes sont faites, elles sont là. Donc, on va passer à la deuxième étape. C'est la réalisation de cette crème citron. Alors, la crème citron, pas très compliqué. Les ingrédients, déjà, ce qui est important, on a du citron. Donc, on a un jus de citron. On aura des zestes tout à l'heure. On a du beurre. Nous avons de la fécule de maïs. Nous avons du sucre et nous avons des œufs. Donc déjà, la base, c'est pas compliqué. On a tout ça dans le placard. Ce que l'on fait, on prend un saladier, on y met notre sucre en poudre. On va y rajouter notre fécule de maïs, notre jus de citron. Ok. On va y casser un œuf. Entier, l'œuf. Respecter cet ordre-là, c'est important ou pas? Parce que moi, non, pas vraiment. Non. Chacun, hop là, celui-là. Bon, c'est pas grave. Il y a un petit point orange. Ouais, je pense que voilà, il y a un petit point dessus. Allez, et on va y mettre notre zeste de citron. Voilà, zeste de citron. Alors, vaut mieux faire avec des citrons qui sont pas traités. Alors, c'est citron non traité, bien évidemment. Là, et on va mélanger tout ça. On mélange bien. Et nous allons mettre notre préparation dans une casserole.
Okay, on met ça dans une casserole. Ah, tu vas faire cuire. Voilà, on fait cuire, mais vraiment à feu doux, hein, c'est-à-dire à feu vraiment très très doux, et on n'arrête pas de remuer. Et avec pendant que ça cuit, tu remues dans la casserole. Ouais, tu remues dans la casserole, alors avec une cuillère en bois, hein, parce que là pour pareiller la casserole. Ouais, pour pareiller la casserole avec une cuillère en bois. Et si tu veux, la fécule avec la chaleur va épaissir, ok. Et quand elle a une bonne consistance, on va y rajouter notre beurre dedans. Okay, on mélange le tout, on remet ça dans notre saladier et on met ça au réfrigérateur. Et on obtient, que vous avez déjà goûté, voilà, on obtient effectivement cette crème citron qui ressemble étrangement à une pâte à tartiner quand même. Ouais. Et ça, tu la laisses combien de temps au réfrigérateur? Là, c'est resté 1 heure. Hein. Ah, c'est tout, d'accord. C'est resté 1 heure et demie. D'accord. Voilà, le temps que ça refroidisse et ça va figer tout de suite. Une fois que nous avons notre pâte à tartiner, hop, voilà, on prend une assiette. Alors j'ai commencé le travail. Voilà, on va tartiner. Généreusement. On vient tartiner nos crêpes. Tu vas les monter. Voilà, ouais, exactement, Vanessa. Exactement. Une couche de crème, une crêpe, une couche de crème. Hop là, hop, regarde. Toi, tu peux le faire de la taille que tu veux, presque. Hein. Ah ben c'est ça, c'est ça. Voilà. Après, tu verras, soit on a la possibilité de le laisser complètement entier hein, aussi, hein, c'est-à-dire. Tu peux faire un gros gâteau de crêpes. Et on coupe des parts. Voilà. Puis en plus, on peut le réaliser avec les enfants, c'est sympa, le mercredi après-midi. Ça peut être bien. Hop. Allez, on va pas monter. Non, on a compris le principe. On a compris. Allez, je recoupe pour pas qu'on se colle les doigts. Hop. Donc tu termines par une crêpe ou par une couche de crème? Alors, on termine par une crêpe. D'accord. Et alors, je vais pas gâcher, hein, je vais juste te faire voir ici, Vanessa. J'ai monté une meringue à la française. Donc on a mis blanc d'œuf, sucre, et regarde, on vient avec notre poche à douille faire. Le problème c'est que j'ai préparé un petit peu tôt, donc tu vois, les blancs d'œuf, ça marche moins bien. Bon, l'idée c'est ça, voilà. Donc là, on le voit bien ici. Regarde, on voit bien que ça a bien tenu, que ça a bien marché. Et le clou du spectacle. Alors là, on fait attention, hein, on se brûle pas. Et on vient juste, regarde, voilà. C'est comme pour les crèmes brûlées. C'est comme pour les crèmes brûlées et c'est comme pour les tartes au citron meringuées. D'accord. Et pas mal. Et, je pense qu'Annelise, elle veut essayer le chalumeau. C'est vrai. Allez, on y va. Allez, Annelise, on essaye le chalumeau. Alors là, il faut juste. Il faut appuyer sur deux. Là et yes. Allez. Là, on va essayer. Mais voilà, là on est bien là, voilà. Là, on est bien. Voilà, là c'est bon, parfait. Vous vous éclatez, hein, c'est génial. Hein. Voilà, là c'est bien. Voilà, pas trop. Annelise, vendez-moi ça. Ça suffit. Marie-Michel va nous rejoindre aussi, parce que Marie-Michel, les gourmandes, elle aime bien aussi les desserts que prépare Philippe. Donc voilà, c'est une recette pas simple, chère et originale. Je pense que tu es d'accord, Vanessa. Oui, on va voir si c'est bon maintenant. Maintenant, voilà, il faut voir si c'est bon. Que ce soit joli. On goûte, on teste. On goûte, oui. Moi qui aime, j'adore les gâteaux, les crêpes, et j'adore les gâteaux au citron meringué. Alors tu vois. Ah oui, ça, on craint rien. C'est peut-être un petit peu froid, parce que c'était au réfrigérateur. C'est très frais. C'est très bon. Ah oui, c'est très bon. On sent bien et la crêpe et la crème au citron, qui est bien sucrée. Un petit couteau, Marie-Michel, peut-être. C'est bon. Non, ça va. Non, il faut effectivement, il faut bien pouvoir couper. Ce qui est bien, c'est de prendre une grosse cuillère. Ouais. C'est ce que je vais faire cet après-midi. C'est très bon. C'est bien ça. J'ai pris une grosse bouchée, donc c'est difficile de parler après. Oui, c'est ça. Non, mais voilà, en plus, tu peux le réaliser avec les enfants, c'est sympa. C'est très très bon. Et c'est original, voilà. Bravo Philippe. Avec plaisir, avec plaisir. Et on va terminer quand même en reparlant un peu des lunettes de notre invitée, Annelise. Vous nous avez apporté ça. Alors, t'as pas une petite serviette, Philippe? Si, bien sûr. J'ai même, regarde. De la crème sur les lunettes d'Annelise. Voilà. C'est bien gentil. Merci beaucoup. C'est bon, Marie-Michel? C'est très bon. Très bien. Alors, ces lunettes-là, vous avez apporté ça, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est un porte-lunettes? C'est trop beau. C'est un face à main. Un face à main? Oui. En fait, c'est. Vous connaissez Marie-Michel? Oui. Elle a des lunettes, Marie-Michel aussi. Comment vous faites? Voilà. Après, il est sur charnière, donc on peut c'est très chic. Hein. C'est très très chic. Hein. C'est très classe. Hein. C'est très classe. C'est très classe. Pour le psychanalyste, c'est parfait. Un outil de psychanalyste. Donc ça peut servir parce qu'on me demande toujours à quoi ça sert, parce que effectivement c'est moins pratique que des lunettes, il n'y a pas de branche. Oui. Mais ça peut être pour des dames ou des messieurs, parce qu'après tout dépend du design, mais pour lire le menu.
Quand on ne veut pas avoir des lunettes, des personnes assez coquettes pour lire le menu. Après, pour voir de loin au théâtre. Oui, beaucoup au théâtre. Oui, absolument. Et en fait, celle-ci, quand on la referme, ça devient une feuille. C'est magnifique. C'est magnifique. Là. Vous êtes à vous qui portez des lunettes, vous êtes conquise, Marie-Michel. Vous vendez aussi à l'étranger, je crois. Oui, jusqu'aux États-Unis et partout en Europe. Oui. On vous a fait déjà des demandes très excentriques. Oui, là justement, je suis en train de. Alors j'en ai 2 très excentriques sur le feu en ce moment. Oui. Il y en a une pour les États-Unis avec un serpent qui s'enroule autour de la monture. Oui. Et une autre pour un monsieur qui ne trouvait pas chaussures à son nez, qui m'a demandé une monture donc avec un design homme, mais rose fuchsia bien pétant, en bas, bleu layette un petit peu pétant quand même en haut. Sur le dessus. Donc c'est assez sympa de voir qu'il y a même des messieurs qui veulent un peu d'originalité. En tout cas, des challenges à chaque fois pour vous. Merci beaucoup d'être venu partager votre savoir-faire avec nous. On vous souhaite plein de bonnes choses, de bonnes ondes pour la finale du concours des meilleurs ouvriers de France, bien sûr. Ce sera très bientôt. Je vous remercie d'être venu. Merci à tous. Merci Marie-Michel. Merci Philippe. Merci, et merci à vous derrière, ou devant plutôt votre écran. Allez, ciao. Merci. Au revoir. Le dimanche.